Donc, pour lancer cette séance, je m'adresse à vous, Monsieur Laurent Petit. Donc, le projet SORN est un projet institutionnel destiné à enrichir les apports mutuels des disciplines académiques et de les rendre accessibles à la société civile en les insérant dans les débats publics. Pouvez-vous nous présenter ce projet, faire état des lieux et faire état des enjeux liés au travail pluridisciplinaire et à la diffusion des sciences au-delà de l'espace académique vers un public élargi? Bien, merci. Merci de cette présentation. Merci à tous et toutes de m'accueillir dans votre manifestation très intéressante. Moi, je pense que c'est bien que vous, jeunes, vous vous intéressiez à ces questions qui sont toutes des questions brûlantes. Et l'ensemble des questions que la première étudiante a posées, ben, nous, on se les pose. On se les pose au niveau de Sorbonne Université. On n'a pas toutes les réponses et je ne vais pas vous les apporter comme ça ce soir sur un plateau. Mais en tout cas, on a essayé de s'organiser pour avoir une réponse collective et un peu intelligente, un peu fine, en se disant que c'est pas en matraquant des données de recherche et des résultats de recherche par tous les canaux possibles et imaginables qu'on va essayer de remettre des arguments scientifiques, en tout cas fondés scientifiquement, au cœur du débat public. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et comme vous l'avez dit, il y a des liaisons dangereuses entre la science, la politique et le lobbying, et les actions de lobbying, comme certains collègues sociologues l'ont bien montré, elles peuvent être masquées. Elles sont pas toutes aussi évidentes que celles qu'on peut voir au quotidien, hein, à la télévision ou dans les journaux. Je pense que parfois elles sont grosses, voire grossières, mais parfois elles sont subtiles et elles ont la force des moyens, hein, des moyens importants souvent qui sont mobilisés et qu'on n'a pas forcément dans la sphère publique. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas de moyens à la sphère publique. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur toutes ces thématiques, mais ça veut dire que on n'a pas l'habitude, on n'a pas encore, je dirais, réfléchi peut-être suffisamment collectivement à la mobilisation de ces moyens, hein, au service de ce qui, moi, me semble, hein, quelque chose d'utilité publique, au-delà des enjeux purement universitaires. Voilà. Donc peut-être quelques mots, si vous ne connaissez pas bien du projet SAND. Le projet SAND, c'est un projet financé sur plusieurs années qui est valable pour Sorbonne, porté par Sorbonne Université, mais au nom de l'Alliance, hein, c'est-à-dire c'est Sorbonne Université plus beaucoup d'établissements partenaires qui en font partie. Vous pouvez avoir par exemple l'Université technologique de Compiègne, le Muséum national d'histoire naturelle, plus récemment le CNAM, le CNRS, etc. Enfin bref, il y a de gros partenaires derrière tout ça qui représentent cette alliance Sorbonne Université. Et au nom de l'alliance, il y a eu un projet qui a été proposé dans un appel à projet ministériel et il a été lauréat parmi les lauréats en 2023. Donc c'est un projet qui est fondé sur une démarche novatrice, c'est à la fois un projet de gouvernance et de transformation, je dirais, institutionnelle et scientifique, et qui est tourné vers la société. Voilà. Il y a trois thématiques principales hein, qui sont traitées dans mais qui sont très très larges. En fait, ce sont les sociétés en mutation. Pour une approche, le deuxième c'est l'approche globale de la santé, et le troisième sont les mondes durables. Et au sein de ces thématiques s'organise tout un tas d'actions, et notamment, ça délivre je crois que ça va être la troisième année consécutive cette année, des bourses doctorales, par exemple. Hein. Donc ça, c'est pas inintéressant. On va en voir les résultats au peu à peu, mais tous les ans, dans ces trois thématiques-là, il y a des financements qui sont accordés à de jeunes chercheurs pour pouvoir s'engager dans un projet de thèse qui implique ces questions de rapport à renouveler, hein, j'insiste là-dessus, avec la société. C'est pas forcément continuer les actions qu'on a déjà menées. Ça soutient aussi des événements, ça fait des tas de choses. Là, je vous renvoie sur peut-être le site de Sorbonne Université et notamment l'intranet qui pourra vous donner plus de renseignements. Mais j'insiste sur les trois objectifs. Un premier de SAND, le premier, c'est consolider les collaborations au sein de l'Alliance. Parce que à plusieurs, on est plus fort, et notamment dans la voire, ce qui est encore plus exigeant à mon sens, l'interdisciplinarité, pour créer de véritables synergies. Et ça, c'est pas simple, parce qu'il suffit pas de mettre deux personnes de disciplines différentes sur un même objet pour que miraculeusement les choses se passent immédiatement. Il y a un deuxième objectif qui est mettre les résultats de la science au service de la société.
et notamment, évidemment, les expertises de l'Alliance auprès de l'Alliance, prioritairement auprès du grand public, mais des médias et aussi des publics décisionnaires, et ça c'est important, je vous en reparlerai. Et l'objectif 3, c'est de développer le potentiel scientifique sur les trois programmes thématiques dont je viens de parler, d'où ce soutien aux jeunes chercheurs. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu l'honneur, il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, ouais, en 2000, on y commençait à travailler en 2023, mais c'est le premier est sorti en 2024, qu'on on a lancé un séminaire dont j'ai la responsabilité qui s'appelle Expertise scientifique, et c'est vraiment pile poil sur votre sujet, puisque c'est expertise scientifique, comment peser dans le débat public. Voilà. Et ça, je le fais au titre d'une de mes casquettes, j'en ai d'autres, mais qui est chargé de mission expertise, médias, société, dans le cadre justement de ce projet SAM. Et donc, à quoi ça sert ce séminaire? Bah, il a une ambition, c'est proposer des actions en vue de donner plus de poids qu'elle n'en a aujourd'hui à l'expertise scientifique. Et pour ça, on essaye d'inventer à chaque fois des formules un peu novatrices et qui sont pas forcément les mêmes, qu'on reconduit d'année en année pour essayer d'avancer ensemble. Parce que c'est pas uniquement trois personnes dans un bureau. L'idée, c'est aussi que une communauté derrière arrive à s'engager, et c'est la raison pour laquelle en 2024, on a eu une première saison où on s'est interrogé collectivement sur le statut de l'expert scientifique. Qu'est-ce qu'un expert scientifique? Et on a essayé aussi de comprendre les modes opératoires complexes, et j'ajoute souvent masqués, de ce que moi j'appelle les industries de l'influence, parce que elles sont organisées à échelle véritablement industrielle et avec les moyens qui vont avec aussi. Et je pense que ça, il faut en connaître bien les mécanismes. Donc c'est pour ça qu'en 2024, on a fait une série de conférences avec des invités qui étaient vraiment pointus et prestigieux sur le domaine, qui ont essayé et qui ont réussi, même je dirais, à poser les problématiques qui allaient nous intéresser pour la suite. La deuxième saison 2025, donc c'était en mars 2025, on s'est inscrit dans l'actualité de l'année de la mer, puisque vous le savez, il y a eu des négociations sur la mer dans le cadre de l'UNOC et de la conférence de Nice qui s'est passée, qui a eu lieu en juin 2025. Et donc on avait mis cette thématique de la mer. Et on avait fait à la fois des tables rondes et également des ateliers. On avait 3 ateliers qui étaient destinés à nous faire des propositions concrètes. Et dans ces ateliers, il y avait des spécialistes, des experts justement, mais pas que. Il y avait des représentants d'associations, de sociétés civiles, des décideurs. On avait réussi, et c'est pas évident, à avoir 2 députés. Et on a essayé voilà, d'avoir des propositions à la fois de long terme, mais aussi qu'on pouvait mettre en œuvre assez rapidement. Et ça nous a donné matière pour organiser cette troisième édition, hein, et je vous invite à suivre ça attentivement parce que ça va avoir lieu à Sorbonne Université le 1er juin, donc je ne peux pas vous donner le programme détaillé là tout de suite parce qu'il est encore en cours de discussion, mais on a 4 objectifs hein, pour cette journée du 1er juin qui sera sur le campus Pierre et Marie Curie. Donc c'est rendre visibles les actions de l'Alliance, toutes les actions qui visent à renforcer les liens expertise scientifique et décision publique. Hein. Notre thématique, ce sera la décision politique et les questions scientifiques. Le deuxième objectif, ça va être de positionner l'Alliance comme un acteur de dialogue science-politique. Troisièmement, c'est faire témoigner des personnalités politiques et scientifiques d'envergure, ayant une expérience marquante dans le dialogue science-politique. Et enfin, quatrièmement, on essaiera de partager les expériences à différentes échelles, parce que la question des sciences et des politiques ne se pose pas de la même manière à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale. Et donc, on réfléchit en fait là encore, on aura une série de tables rondes qu'on est en train de constituer pour le matin et l'après-midi. On aura des ateliers, mais un peu différents de l'an dernier. C'est-à-dire que ils ne se feront pas uniquement sur invitation, mais on aura les gens pourront s'inscrire. Hein. On va inviter quelques personnes pour lancer les thématiques de l'atelier. Alors certaines seront sur les débats locaux, d'autres regarderont plus précisément, partiront d'expériences hein, de terrain, comment on a réussi à embarquer sur le long terme des scientifiques dans la mise en œuvre d'un débat public ou la mise, en tout cas, à l'agenda de questions à forte connotation scientifique. Et voilà, c'est tous les exemples que vous citez tout à l'heure.
Et la nouveauté, c'est que les ateliers seront ouverts sur simple inscription à tous les gens qui voudront participer à la journée. Donc, on attend beaucoup de cette journée et on envisage, alors là, je peux pas tout vous dire parce que c'est en cours de négociation, mais on espère avoir un média fort, hein, qui nous soutienne, assez généraliste, pas uniquement spécialisé sur ces questions, mais qui pourrait nous aider à donner davantage de visibilité et qui pourrait nous aider aussi, parce qu'on pense à l'après, à nous faire presque même, je dirais, ça va vous parler, et peut-être on pourrait réfléchir à vous y associer, puisque nous, ce qu'on cherche aussi, c'est avoir un travail éditorial sur cette journée. Et un travail éditorial à destination de plusieurs publics, hein, qui vont être assez différents, suivant qu'il s'agit des décideurs, d'un public plus large, voire de jeunes, d'étudiants ou d'enseignants. Et ça, moi je suis prêt à en parler avec vous, on aimerait vraiment que ce travail soit fait et soit fait finement en fonction des différents publics, parce que vraiment, pour nous, ça n'a pas de sens si on fait ça en petit comité, dans notre coin. Voilà, il faut vraiment qu'on donne une résonance à ces questions, à l'ensemble de ces questions, et comment on les traite collectivement. Voilà, avec, si possible, un panel d'acteurs le plus large possible, le plus divers possible, et en essayant, et ça c'est pas la chose la plus évidente, je sais pas quelle est votre expérience vous de votre côté, mais c'est pas la plus évidente d'impliquer toujours les politiques, hein, qui ont souvent une méfiance ou qui, faut le dire aussi très honnêtement, qui ont très peu de temps, hein, qui doivent se positionner parfois sur une question. Je pense aux députés. Elles sont très rapides, donc il faut leur donner des argumentaires. Et évidemment, c'est la porte ouverte, on l'a vu sur certaines questions, à des argumentaires clés en main fournis par certains groupes d'intérêt, etc., etc. Donc avoir davantage d'équilibre, de nuances, avec une confrontation d'arguments plus étayée, etc., c'est un vrai challenge. Hein, c'est pas, ça représente un temps plus long, en tout cas, je crois que celui de la décision politique et de la décision immédiate qui doit se traduire par un oui pour un non. À un moment donné, on vote. Donc on vote pour, on vote contre. Donc ça, voilà, il faut après trancher et se positionner de façon très, très binaire. Voilà. Alors je sais pas si ça, je peux m'arrêter là. Je vais pas parler pendant 1 heure. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que c'est un peu aussi fonctionner comme ça, Merci. si vous le souhaitez. Merci beaucoup, c'était très clair. En effet, j'avais une question avant que vous partiez. Suite à ces ateliers que vous venez de mentionner de 2025, quelles étaient les grandes pistes que vous aviez imaginées avec toutes vos tables rondes et tous vos ateliers pour restaurer un petit peu le lien entre la science et la société et pour essayer d'installer un petit peu plus de dialogue et peut-être inclure un petit peu plus la société civile dans le processus scientifique? Oui, alors ça c'est une très bonne question. On les avait en fait classés, hein, ces différentes formules, en mesures. Comment se dire? Il y avait 3 sortes. Il y avait d'abord les mesures qu'on faisait. Il y avait des choses qu'on faisait déjà, hein, que les gens connaissaient pas forcément. Et mais qui nous posent question, puisque ça veut dire qu'elles sont peut-être pas assez connues, hein. Peut-être qu'on fait des choses, mais que il y a des tas de trucs, quand on nous les repropose alors qu'on les fait déjà, on peut se poser la question, est-ce que on a atteint nos cibles, comment le souhaiter? Il y avait aussi d'autres mesures qui ne nécessitaient pas je dirais des grands arbitrages. Donc ça peut être par exemple aller plus loin dans ce qu'on fait déjà pour l'entraînement média. Vous voyez, pour des experts passés dans les différents médias. Je pense d'abord aux médias audiovisuels. Vous voyez, des choses comme ça. Là, on était plus dans du prolongement, hein, de choses qu'il fallait certainement accentuer. Il fallait, voilà. Et puis il y avait des mesures nouvelles sur lesquelles on réfléchit, hein, qui sont plus exigeantes, et notamment tout ce qui relève du domaine de la formation, hein, jusqu'où on va pour former à ces questions qui sont quand même, à mon sens, assez brûlantes.
Est-ce qu'on va vers des formations spécialisées? Est-ce qu'on essaie, vous savez, dans le système à Sorbonne, au niveau des premiers cycles, il y a les systèmes de majeurs-mineurs. Est-ce qu'on va plutôt vers des dispositifs de ce type? Enfin voilà, les réflexions sont ouvertes. Elles restent ouvertes aujourd'hui parce que, bah voilà, il faut que, vous le savez, une nouvelle équipe aussi présidentielle se mette en marche, en ordre de marche. Donc, mais en tout cas, on a une sacrée euh, besace, on va dire, de propositions intéressantes dont on s'est resservi pour orienter notre troisième journée qui va avoir lieu donc en juin et également pour aller plus loin après. Et j'ajoute on a fait un retour systématique hein, sur ces propositions. Mais je pourrais vous les envoyer, hein, c'est pas, voilà, il y a pas de secret. Et on avait fait, en fait, pour les participants aux ateliers, on avait fait un livret de participants avec toutes les thématiques, les problématiques, etc. Et ça, on en a fait, on l'a complété à la fin avec un ensemble de propositions que nous, on a classées, qu'on a analysées, synthétisées, etc. Donc, on a fait un document de cet ordre. Voilà. Si, Monsieur Clay, vous voulez dire quelque chose? Je vous vois lever la main. Oui, je prends la balle au bon parce que Monsieur Petit va devoir nous quitter vers 19 heures. Donc du coup, j'engage un peu le dialogue. Euh, oui, on voit à travers votre intervention l'importance de l'interdisciplinarité. Et c'est justement l'importance aussi de la formation solide et en sciences humaines de nos étudiants qui, derrière, peuvent trouver aussi des mécaniques de communication, des supports éditoriaux qui sont pertinents. Voilà. Qui ne relèvent pas d'une communication vide ou un peu creuse, mais qui, justement, vont amener le public à réfléchir et ne vont pas non plus tordre la réalité ou le processus scientifique, mais lui donner la place qu'il mérite. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Et puis ensuite, je voulais parler enfin, au sujet du ciblage des politiques, parce que ça me semble être un sujet important et compliqué. Parce qu'il y a à la fois, évidemment, enfin, quel est le bon moment pour intervenir dans le débat public? Est-ce que c'est un moment où il y a une crise, une question, une polémique? Ou bien saisir la balle au bon quand il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, une grande loi qui est proposée et qui concerne la science, un grand débat public comme les États généraux de la bioéthique qui vont commencer cette année, en 2026, sur toutes les questions euh, scientifiques. Mais les États généraux de la bioéthique, c'est un moment incroyable parce que ça concerne à la fois la recherche, ça concerne l'état des lieux des sciences. Et ça concerne tout ce qui peut être intégré au sein de nouvelles pratiques sociales, au croisement entre le médical, le social, les modes de vie. Et donc, c'est un moment qui est vraiment intéressant. Et je voulais vous poser cette question. Est-ce que, d'après vous, le rôle de l'université serait d'aller jusqu'à organiser des débats, faire participer les citoyens, ou est-ce que ça, c'est peut-être à une autre institution Non, non. que cette fonction-là pourrait être dédiée, quoi. Non, non, c'est clairement le rôle de l'université. Je vous rappelle que l'université a trois missions, hein, l'enseignement, la recherche et aussi le lien avec la société. Hein, ça fait partie de ses missions. Et d'ailleurs, elle le fait déjà. Il y a déjà quand même pas mal d'actions de destination. Si vous regardez bon, il y a une direction à Sorbonne qui est très dynamique, hein, qui s'appelle la direction, euh, je sais plus son nom exact, culture, je crois il y a culture dedans, sciences, culture, société. Voilà, c'est le nom exact. Et si vous regardez le programme de tout ce qui est fait, et nous on travaille évidemment avec eux, en étroite relation avec eux pour faire ce séminaire, mais ils font bien d'autres choses. Il y a des rendez-vous citoyens un peu, enfin très 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 régulièrement. Et il y a même, dans le cadre de Sand, hein, vous avez peut-être vu qu'il y avait des partenariats, notamment avec le théâtre de la ville. Et parfois, il y a même des débats organisés qui sont faits avec l'université, mais qui sont pas forcément à l'université. Ça aussi est important pour aller chercher un autre public. Et là, il y a des débats qui sont organisés, qui correspondent vraiment à tout ce que vous dites. Et je pense que ça, c'est fondamental. Il faut l'accentuer, il faut le rendre plus visible. Mais la question qui se pose, c'est jusqu'où aller?
Hein, jusqu'où aller? Est-ce que c'est une sensibilisation des citoyens? Est-ce que c'est formation des scientifiques aussi aux enjeux? Parce que aux enjeux de la communication publique, c'est pas toujours forcément évident. Moi, je pense que ça doit aller aussi jusqu'à une formation aux enjeux du lobbying, parce que c'est souvent assez méconnu. Et je pense qu'il faut aller vers ça, à mon avis. Et en tout cas, pour rejoindre aussi la question de votre collègue Garance, tout à l'heure, il y a quelque chose hein, qui est vraiment ressorti sans arrêt, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que à Sorbonne, vous voyez que on peut mobiliser des gens de disciplines très différentes en sciences expérimentales, en sciences humaines et sociales, etc., etc. Et c'est évident quand on parle de la mer, quand on parle de l'agriculture, quand on parle de l'eau, enfin, toutes ces questions, c'est évident qu'il faut mobiliser pas mal de disciplines et qui sont complémentaires. Mais ça, voilà, c'est compliqué. Ça reste compliqué. Alors ça se fait, vous le savez, à Sorbonne depuis plusieurs années, en termes de recherche via les instituts et initiatives qui sont là pour faire émerger aussi des questions qui vont être pluridisciplinaires et pas uniquement strictement disciplinaires ou dans une approche strictement disciplinaire. Mais c'est vrai que ça reste quand même globalement à construire. Hein. C'est à mon sens, on n'est pas encore très très bon pour coordonner des actions de parole, de porter une parole euh, pluridisciplinaire à l'extérieur de l'université, hein, et pas seulement une somme d'experts mis juxtaposés bout à bout, etc. Et ça, oui, ça c'est des vrais enjeux et c'est tout ce qui nous attend pour les années qui viennent. Donc c'est bien, vous êtes jeune, du travail devant vous, vous avez des perspectives intéressantes. Et pardon, je me permets de poser une question aussi, puisque on ne va pas vous avoir longtemps. Vous avez parlé d'un partenariat avec les médias, mais pour ce qui s'agit des réseaux sociaux et des influenceurs, comment vous vous positionnez là-dessus? Parce que je comprends que ça puisse être très compliqué de faire intervenir des influenceurs dans des séminaires. Enfin, et en même temps, il y en a qui sont suffisamment justes et comment dire, pertinents. C'est une vraie question. Sachez qu'une des séances de la saison 1, on avait demandé à une chercheuse du CELSA de nous faire une analyse des influenceurs spécialisés en éducation. Hein, ceux qui essayaient pas de vendre telle ou telle marque, tel ou tel produit, mais qui essayaient justement de faire des actions de vulgarisation, etc. Et donc ça, c'était intéressant. C'est parce qu'on voit que, certes, il y a toujours eu des personnages médiatiques qui passaient à la télévision dans des émissions spécialisées, etc. Mais maintenant, ça prend aussi des formes d'influence. Et donc, du coup, fort de ces analyses, parce que c'était fondateur, hein, cette première année, moi, je m'étais posé la question et je voulais qu'on se la pose. On n'a pas répondu, hein, je vous le dis tout de suite, mais je voulais qu'on se la pose collectivement, institutionnellement. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à utiliser même hein, ces mécanismes des influenceurs, en tout cas de l'influence, pour soi-même hein, porter une parole selon des techniques qui sont pas immédiates pour nous, mais qui sont celles d'aujourd'hui. Je pense que c'est une vraie question, ou en tout cas, peut-être une des solutions, ce serait de faire un partenariat avec certains hein, pour relayer. Mais ça, moi, je pense que ça reste en discussion. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on le fasse, pas uniquement en réfléchissant, mais de façon concrète. Ah, là aussi, c'est un peu une main tendue à vous. Hein. C'est si on peut organiser ce genre de choses pour cette journée du 1er juin, avoir cette sorte de relais aussi qu'on pourrait voir. Moi, je trouverais que ce serait une super idée. Hein. Bah, en tout cas, effectivement, il y a aujourd'hui des influenceurs dans la sphère de la vulgarisation scientifique qui sont vraiment pertinents. Enfin, Ouais, après, c'est certain que
faut sans doute réfléchir à la façon dont on fait un partenariat avec eux parce que Oui, oui. pour, comment dire, vulgariser en temps réel, c'est un exercice différent que j'ai pas encore bien vu sur la vulgarisation scientifique. Donc, mais en tout cas, aujourd'hui, quand Ah, même, là, je pensais pas, c'est pas forcément en temps réel, ça peut être aussi a utilisé, posteriori, ouais. ouais, a posteriori, ça peut être aussi des rushs, des vidéos qui auraient été prises, et puis après, avec un vrai travail, mais une diffusion sur ce modèle-là, et pas uniquement se contenter de les mettre en ligne, enfin, vous voyez, quoi. Ouais. Je pense que c'est une vraie réflexion, si on veut atteindre notamment des publics qui utilisent massivement les réseaux sociaux. Alors on peut s'en plaindre, le déplorer, tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est la réalité de... Enfin, ça reste un outil très puissant, quoi. C'est ça, c'est ça. Et je pense que même un média généraliste, grand public, etc., bon, c'est intéressant, mais ça va pas permettre notamment de cibler en priorité des publics jeunes. C'est clair, c'est clair. Ils seront pas forcément au rendez-vous. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi à comment les motiver et les mobiliser. Mais on avait, et ça c'était intéressant, on avait des auditeurs très attentifs et qui revenaient pour la saison 1 hein, de séquence en séquence. Et notamment, on avait des étudiants en chimie. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant qui s'intéressaient à toutes ces questions et pas uniquement aux questions strictement chimiques et qui venaient s'informer et qui voilà. Bon, à l'initiative de leurs enseignants, s'ils sont pas, ils étaient pas venus complètement spontanément, hein, mais c'est voilà, c'est ça, moi j'aimerais qu'on arrive à cibler et ça va complètement dans le sens de Sand, puisque Sand, si vous regardez bien la façon dont c'est présenté, ça cible vraiment les publics jeunes. Hein, l'accent est mis vraiment là-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir des actions envers des publics, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, c'est pas la jeunesse en général, mais des publics jeunes. Ouais. Alors justement, on va parler des publics jeunes le 17 février. Donc voilà, comment la communication publique peut parler aux jeunes, parce que ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y a Très des usages intéressant. qui sont différents, des us et coutumes, des manières d'éditorialiser les contenus qui sont assez différents. Et il y a beaucoup d'administrations, d'institutions, ou voilà, de manière générale, ça peut être des universités, mais on aura aussi des exemples qui viennent de l'URSSAF, de l'armée, etc., qui parlent aux jeunes. Et justement, c'est une vraie réflexion à mener dans sa communication. Et puis, bah, pour répondre sur les liens entre les différentes formations, bah, bien sûr, le master conseil éditorial est très ouvert pour discuter de ça avec vous, hein. Si on peut faire un projet commun, ça serait super. Donc, un grand oui pour réfléchir à un projet qui puisse engager la réflexion de nos étudiants sur la manière dont on peut communiquer autour des résultats de recherche, autour des sciences, l'éditorialiser, intéresser différents publics, intervenir dans le débat public. Voilà, c'est ce dont on parle dans ce cycle de conférences, mais c'est aussi ce à quoi ils se destinent dans la vie professionnelle. Bien sûr. Donc voilà, c'est un grand oui pour réfléchir à ça. On se mettra en contact par Bah, ailleurs. super. Sébastien, on se recontacte et on en reparle.